Construit en 1952, le stade Tata Raphaël, vieux de 67 ans, sera réhabilité de fond en comble pour qu'il porte sa robe d'antan. C'est là à la grande satisfaction du peuple sportif congolais. Ce stade historique, aujourd'hui appelé stade du 20 mai, est une légende pour avoir abrité des grandes rencontres sportives, tant nationales qu'internationales. La plus emblématique vécue par les Congolais, les combats de boxe entre Georges Foreman et Mohamed Ali. Les travaux de réhabilitation de ces complexes sportifs démarrent ce lundi 8 juillet 2019 et seront exécutés par les entreprises de la place. C'est le tour de l'entreprise Divo, à travers son directeur général, Deo Kasongo, de se lancer dans les travaux de modernisation et de réhabilitation des infrastructures de base sur fonds propres. Ce stade est un monument historique parce que parfois, comme il est malheureusement de coutume, les Congolais, nous ne réalisons pas ce que nous avons entre les mains. Ce stade a une histoire que le monde a envie de connaître. Vous n'imaginez pas le nombre de gens à travers le monde qui ont envie de venir visiter, passer ne fût-ce que quelques minutes sur ce site où le plus grand combat du siècle, le plus grand événement sportif de tous les temps a eu lieu, Rumble in the Jungle, opposant Mohamed Ali et Foreman. Nous avons, avec un peu d'ingéniosité, trouvé la formule pour avoir les fonds pour pouvoir rénover ce stade. La République démocratique du Congo est un vaste chantier. Il y a du travail pour tout le monde. Tous les problèmes sont des opportunités. Et il faut juste regarder autour de soi et essayer de trouver des solutions. Grâce à Dieu, et on avance pour un monde meilleur, pour une ville meilleure et pour des infrastructures nouvelles. Je crois qu'il est important de saluer l'implication personnelle du chef de l'État pour permettre que cela soit possible. Les gestionnaires du stade ont apprécié l'initiative prise par les chefs de l'État, celle de doter la jeunesse congolaise des infrastructures sportives de haute facture capables de promouvoir les sports au niveau national. C'est ici, dans l'enceinte de l'Institut technique agricole d'Ingili de la province éducationnelle Kinshasa-Tchangou, que sera construit un bâtiment qui va abriter le service de la direction provinciale du Sekopé Tchangou. Ce bâtiment de 12 bureaux et une grande salle de réunion est financé sur fonds propres de l'EPSP Tchangou. Son coût total est évalué à 69 495 $ américains pour une durée de 4 à 5 mois. Voilà pourquoi un SOS est lancé à l'endroit de tous pour un appui. Le Sekopé Tchangou est une structure technique du ministère de l'EPSP en province qui s'occupe de la paie. Pratiquement 2 ans que nous existons, mais depuis ce temps, je dirais, nous étions sous-logés. Nous nous sommes servis des bâtiments scolaires pour nous installer et commencer le travail. Aujourd'hui, à cause de la détermination et de la conviction et de la volonté des cadres de cette grande famille éducationnelle, nous avons décidé de construire ces bâtiments avec les moyens des bords. L'ingénieur maître d'ouvrage a fourni quelques explications techniques aux responsables de l'EPSP présents sur les sites, tous de l'EPSP Tchangou, tout en confirmant la fin des travaux dans plus ou moins 4 à 5 mois. La province éducationnelle de l'EPSP Tchangou est la plus grande avec ses 9 sous-divisions, 18 inspections de poules, 23 antennes Sekopé et 9 antennes Sérénie. Pour rappel, la province éducationnelle de l'EPSP Kinshasa-Tchangou est issue du démembrement de la dernière structuration décidée par Gaston Moussemena, alors ministre de l'EPSP. Nous avons remarqué, après toutes les procédures judiciaires liées aux contestations électorales, qu'il y avait quelques dysfonctionnements au niveau de la Cour constitutionnelle, dénoncer certains comportements, mais aussi encourager les juges qui ont bâti un travail de titan. Malheureusement, certaines personnes mal intentionnées veulent nuire l'image de la grande structure qui n'est rien d'autre que la Cour constitutionnelle. Une personne qui a été élue, programmée par la CENI, la Cour constitutionnelle l'a confirmé, mais on voit les documents qui circulent ça et là, voit son nom enlevé et écrit un autre nom par manuscrit. Et décevant, c'est pour cela que nous dénonçons ces comportements. Mais moi, je suis convaincu que la personne qui gère la Cour constitutionnelle, c'est un magistrat de carrière. Donc, il a près de 35 ans de carrière, il a une expérience avérée, il ne peut pas cautionner certaines bêtises. J'ai vu un nom de Dieudonné
Mbaga. C'est un élu de Katanga. Quand la CENI publiait les meilleurs élus, il a été cité parmi les meilleurs élus de la province de Katanga. Moi, je pense que la Cour constitutionnelle doit faire foi plus que la présidence de la République. Je vais dénoncer cela comme étant coordonnateur d'une association Une chance pour tous, pour que le président de la Cour constitutionnelle doit avoir un regard particulier et corriger certaines erreurs dites matérielles. Les travaux de construction du barrage hydroélectrique de Katende se sont arrêtés depuis l'année 2015. Pourtant, ce projet, fruit d'un accord de prêt estimé à 280 millions de dollars américains, contribuera totalement au développement du Grand Kasaï. Selon John Ngomboa, intellectuel congolais et professionnel des médias, les blocages au niveau du barrage de Katende ne se justifient pas. Les fonds nécessaires destinés à sa construction se trouvent encore logés dans la banque indienne Exim Bank. Il a exprimé son indignation au cours d'une conférence de presse. Ce barrage est abandonné pour la population du Grand Kasaï et spécialement du Kasaï central et du Kasaï oriental. Cet ouvrage se trouve au cœur du développement de cette contrée. A été prévu pour 280 millions de dollars. Alors, après, vous avez la partie transport, c'est-à-dire les pylônes, et distribution de l'énergie électrique. Cette partie fait l'objet d'une ligne de crédit complémentaire de 120 millions de dollars, sur lesquels le gouvernement indien s'est proposé d'apporter un financement à 110 millions de dollars et le gouvernement congolais 10 millions de dollars américains. John Ngomboa dit ne pas travailler seul dans cette démarche, mais en synergie avec les autres intellectuels kassaïens, soucieux de voir les travaux continuer et s'achever durant les mandats de l'actuelle République. Le gouvernement congolais n'a pas pu libérer sa partie. Cet argent était mis à disposition par la banque Exim Bank India avec un taux d'intérêt de 1,75%. Et donc, ce prêt est inscrit à la République congolaise et est en train d'être remboursé. Le régime actuel ne va pas se lasser de revenir vers le gouvernement indien et de s'organiser afin que ces travaux reprennent au plus vite. Il ne reste qu'à la République démocratique du Congo de faire sa part, car une fois les travaux de construction relancés, ils ne dureront que près de 3 ans. Action à faire entrer dans l'actif du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. 2 provinces voisines pour une politique de développement. Le gouverneur de l'Ituri, Jean-Baptiste Saïdi, et son collègue du Haut-Ouélé, Christophe Nanga Basséane, étaient en face des opérateurs économiques de l'Ituri. Ces 2 gouverneurs décident de mettre en place une politique fiscale commune pouvant déboucher au développement. Cette politique fiscale commune consiste, entre autres, en mettre en place des mécanismes de collecte des taxes de péage pour ainsi créer un fonds commun pouvant permettre la réhabilitation et l'asphaltage des routes reliant les 2 provinces, notamment les tronçons Aru-Ouacha, long de plus de 180 km, explique Janvier Egoudra, ministre provincial de l'Ituri en charge de finances. Aujourd'hui, la province de l'Ituri, par exemple, partage plus de 178 km de routes entre le territoire d'Aru et Ouatsa. Et les 2 provinces peuvent arriver à mettre en place un mécanisme de collecte des fonds dans le cadre de la taxe de péage pour créer un fonds commun pour le développement de nos entités et surtout arriver à asphalter cette route de grande importance qui peut influencer ou impacter l'économie de toute la région du nord-est de notre pays. Les 2 chefs d'exécutifs provinciaux ont promis d'élargir les opportunités d'affaires entre les 2 provinces et partager régulièrement les compétences concurrentielles dans les domaines de la fiscalité pouvant soutenir le plan de développement de 2 provinces voisines. Élu et cadre du regroupement politique AFDC-A, tenant à éclairer l'opinion que l'AFDC-A avait à son temps
exprimer ses ambitions au sein de sa famille politique, le FCC, en présentant la candidature du camarade Modeste Bahati Lukwebo au poste du président du Sénat. Cependant, du moment que le FCC, après sélection des différentes candidatures, a retenu celle du camarade Alexis Tambwe Mwamba, étant discipliné, nous n'avons pas d'autre choix que de nous plier à la décision de la haute hiérarchie de notre famille politique, à savoir le FCC. C'est pourquoi nous soutenons la candidature du camarade Alexis Tambwe Mwamba à la présidence du Sénat et demandons aux honorables sénateurs de l'AFDCA à pouvoir voter massivement pour lui, puis réitérons notre indéfectible loyauté à l'autorité morale du FCC. Nous citons le camarade Joseph Kabila Kabange. Enfin, nous tenons à rappeler que nous sommes et demeurons membres disciplinés du FCC. Fait à Kinshasa le 6 juillet 2019, les signataires sont les élus et cadres de l'AFDCA. En mission de pacification dans la province de l'Ituri, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est rendu en début de semaine à Djoukou, à 75 km de Bunia. Ce chef-lieu du territoire qui porte le même nom a été des mois durant le théâtre d'une spirale de violence que les éléments des forces armées de la RDC s'attellent à éradiquer à travers l'opération Zarouba Zaïtouri ou Tempête de l'Ituri. Sur place, le chef de l'État a réuni les principaux acteurs, chefs coutumiers, députés nationaux et provinciaux et les représentants des forces vives qui ont à tour de rôle donné chacun sa lecture des faits et proposé des pistes de solutions. Le président de la République a pris la mesure de la situation. Il a rappelé à tous que la paix et la sécurité ne sont pas négociables et qu'il ne va pas tergiverser pour rétablir la quiétude dans cette partie du pays. Le commandant suprême des FARDC et de la police nationale a rassuré que les forces de l'armée nationale resteront permanentes à Djougou pour imposer la paix. Au terme de sa mission de pacification dans l'Ituri, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a animé une conférence de presse. La presse nationale y était conviée. Tout a été passé au peigne fin au cours de cet échange avec les chevaliers de la plume. La paix dans l'Ituri, des questions liées à la politique intérieure, à la sécurité, à l'économie et au social, rien n'a été oublié au cours de cette conférence de presse. De retour à Kinshasa, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a accueilli à l'aéroport international de Njili son homologue du Togo, Faure Gnassingbé, qui a effectué dans la capitale une visite de travail de 48 heures à l'invitation de son homologue de la RDC. Les deux chefs d'État ont quitté l'aéroport à destination de la cité de l'Ancélé avec un arrêt au mausolée où repose pour l'éternité Étienne Tshisekedi Wamulumba, ancien Premier ministre, l'icône du combat démocratique pour la liberté, la démocratie et la dignité humaine. Le président togolais s'est recueilli devant la tombe de l'illustre disparu. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a ensuite reçu son hôte de marque dans sa résidence de l'Ancélé pour un dîner au cours duquel les deux chefs d'État ont échangé des toasts. Le raffermissement de relations bilatérales séculaires, d'amitié et de coopération dans divers domaines entre Kinshasa et Lomé était au menu de leurs échanges. C'est sur la grande avenue Birmanie, en pleine commune de Bumbu, devant la bâtisse de l'église du Christ au Congo, que le bourgmestre Alidor Tshibanda s'est fixé rendez-vous avec les habitants de Bumbu pour rendre compte de la gouvernance de sa municipalité en termes des recettes, des dépenses et des réalisations au premier semestre de l'année 2019, avec l'aide des tableaux bien élaborés. Un exercice démocratique lié à la redevabilité des gouvernants au niveau local face à leurs administrés qui assurent à leur tour le contrôle citoyen repris dans les programmes de mise en œuvre du budget participatif. En termes de recettes, nous avons mobilisé 78 millions de francs congolais et ça nous a permis d'équirer les collecteurs par-ci par-là, de maintenir dans le moindre mesure l'environnement. Nous sommes en train de finaliser
le grand pavillon que nous construisons au niveau du quartier Mbandaka. Les participants ont tous loué cette initiative qui bénéficie de l'appui de la Banque mondiale à travers le COREF Profit Congo. Selon eux, Bumbu a beaucoup de défis à relever et un tel cadre facilitera la sensibilisation en termes de la culture fiscale, la lutte contre l'insécurité et l'assainissement des quartiers. Ce qui m'a d'abord impressionné, c'est que le bourgmestre, pour la première fois, je le vois venir rendre compte, c'est important que nous sachions où nous sommes, où est-ce que nous allons et d'où nous venons. Ainsi, les tribunes d'expression populaire lancées vont se poursuivre jusqu'au 31 juillet 2019 dans toutes les 24 communes de la capitale Kinshasa. L'heure est aux travaux intenses d'assainissement des 24 communes de la ville-province Kinshasa après la rétrocession d'un montant de 16 millions de francs congolais à l'hôtel de ville de Kinshasa. Balai, brosse, brèche, monobrosse pour les carrilages, tels sont les matériaux achetés pour assurer la propreté et le nettoyage de l'environnement urbain de la capitale. Aussi, ces matériaux d'assainissement serviront-ils à l'évacuation des marchés pirates dans les grandes artères. C'est ainsi que le bourgmestre de la commune de Matete, Bailon Thiriga Ibene, a vite fait de sensibiliser ses administrés pour rendre sa commune salubre. Les travaux d'assainissement ont commencé dans les enceintes de la maison communale, de la salle de conférence aux différents bureaux, en passant par les halls, avant la cour principale, une façon de prêcher par l'exemple. L'excellence, monsieur le gouverneur Gentini Ngobilambaka, vient de nous donner de moyens pour que nous puissions faire ce travail. Et ça a commencé, tout le monde a bougé puisqu'on a le matériel, on a des outils. Il n'y a pas d'excuse pour qu'on dise pas qu'on n'a pas eu de moyens pour travailler. C'est un Quinois qui pense qu'il faut qu'on puisse rendre notre environnement propre. Tous les 6 points étaient inscrits à l'ordre du jour de ces premiers conseils, à savoir la communication de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, a porté essentiellement sur 3 points. Il s'agissait des points ci-après. 1. Les félicitations adressées aux membres du gouvernement provincial. Dans sa communication, son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, a félicité les différents ministres provinciaux, leur a demandé de faire preuve d'initiative et de courage. Il les a invités à faire preuve de moralité afin de bénéficier davantage de la confiance qu'il a placée en eux. L'opérationnalisation du gouvernement provincial. Son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, a rappelé que le gouvernement de la ville de Kinshasa a comme mission principale la maximisation des recettes en faveur de la ville, ainsi que la lutte contre l'insalubrité. Et à ces propos, il a porté à la connaissance des membres du Conseil qu'il venait de mettre à la disposition des bourgmestres de 24 communes de la capitale une dotation de 17 millions de francs congolais afin de leur permettre de soutenir l'opération Kinshasa-Bopeto. Le gouvernement provincial de la ville a également, entre autres commissions, de lutter contre l'insécurité, les nuisances sonores, à savoir les tapages diurnes et nocturnes. Il a précisé que toutes ces missions sont placées dans le cadre de la vision Kinshasa-Bopeto. Il a enfin invité chaque ministre provincial à élaborer un plan de travail prioritaire qui devra lui permettre de concourir à l'atteinte des objectifs du gouvernement provincial. Son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, a fait savoir aux membres du Conseil des ministres que certains arrêtés seront discutés au Conseil des ministres, à l'instar de l'arrêté portant organisation des cabinets des ministres provinciaux, lequel a été confié aux bons soins de la commission de loi pour examen approfondi. Il sied de souligner que faute de temps, les points 5 et 6, inscrits pourtant à l'ordre du jour, ont été renvoyés au prochain Conseil des ministres qui se tiendra le lundi prochain. C'est à 16h27 exactement que la séance a été levée.
À Goma, le service de contrôle et de la paix des enseignants, SECOP, en province éducationnelle du Nord Kivu 1, sous la houlette de M. Pierre Munda Isiawet, directeur provincial, a organisé 4 journées de réflexion, journées axées sur l'évaluation annuelle des activités de la mise en œuvre de la réforme organisationnelle du SECOP Nord Kivu 1 pour l'année scolaire 2018-2019. Ces journées de réflexion ont été clôturées ce samedi 6 juillet 2019 par le ministre provincial en charge de l'éducation ad intérim Jean de Dieu Kasereka Giza. De cette évaluation, il est à retenir que 98% des activités de SECOP Nord Kivu 1 ont été réalisées conformément à la feuille de route de l'année qui s'achève, a indiqué Pierre Munda Nsiawet, directeur provincial. À propos des activités de la réforme organisationnelle du SECOP, selon les instructions mises à notre disposition, nous avons à réaliser les travaux ci-après. 1. Les contrôles des établissements, écoles et bureaux, les contrôles physiques des agents, les traitements des dossiers des agents et des établissements, et puis rendre conformes les listings et suivi de la paie aux réalités des établissements. Auparavant, les cadres du SECOP Nord Kivu 1 ont suivi un séminaire sur la bonne gouvernance et la lutte contre les antivaleurs, cela sous la facilitation de M. Ferdinand Matiaba, chef de bureau de l'OCEP Nord Kivu. Des brevets ont été remis aux participants qui ont signé un acte d'engagement éthique. Disons que les 3 antennes qui se sont démarquées cette année ont reçu chacune un prix. L'antenne de Rumangabo a particulièrement raflé les trophées dénommés des longues campagnes, nom du directeur national du SECOP. Le ministre Kasereka Giza Jean de Dieu a remis un kit informatique et photovoltaïque à la direction du SECOP Nord Kivu 1, question de l'encourager, mais également le prix de l'intégrité a été remis au chef d'antenne du SECOP Goma. Une jeunesse du Congo central debout, vigilante et gardienne des valeurs qui fondent la société congolaise. Des aptitudes qui l'amènent à tirer la sonnette d'alarme sur la prise en compte de la donne géopolitique dans les instances de prise de décision. La jeunesse né Congo salue par ricochet l'implication du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la construction du port en eau profonde des Bananas, préalable à la construction du pont route-rail, ouvrage devant relier Kinshasa à Brazzaville. La jeunesse du Congo central s'insurge contre cette méthode tacite de carter le sien de la gestion du pays au poste de responsabilité de niveau élevé et en appelle à l'attention particulière des autorités morales du cash, qu'elle remercie en passant pour sa réponse nationaliste sur la question du port en eau profonde de Banana et du pont route-rail, et celle du FCC qui d'ailleurs séjourne au Congo central pour que cette province, dont souvent le fils et fille se sont toujours distingués par leur bonne gouvernance. La jeunesse du Congo central rappelle aux responsables du FCC et du CACH l'exigence constitutionnelle de la représentativité des provinces et l'obligation réglementaire de la géopolitique qui sous-attend l'harmonie dans la gestion du pays pour une cohésion nationale garantie et durable. Le Congo central, qui a joué un rôle de premier plan pendant la lutte pour l'indépendance politique, compte faire de même dans la recherche de l'indépendance économique totale de la République démocratique du Congo. Éliminer les cas de violence sexuelle dans un cadre qui permet l'échange d'expériences, c'est l'appel lancé par la conseillère du chef de l'État en matière de la jeunesse, genre et les violences faites à la femme, Chantal Yelou-Moulop. Un appel qui a reçu un écho favorable de la députée nationale, Marie-Ange Loukana Mofankolo, venue justement partager son expérience dans cette lutte pour mettre fin à de viols multiples qui prennent des proportions inquiétantes en République démocratique du Congo. Je remercie Madame la conseillère spéciale d'avoir pris cette initiative de rencontre, comme elle a pu rencontrer déjà beaucoup d'autres femmes. Je remercie aussi le chef de l'État d'avoir nommé cette dame de valeur à ce poste sensible. Je l'ai écoutée et j'ai vu qu'elle a une vision des mécanismes d'application de la vision hiérarchique d'une manière fabuleuse. C'est une femme compétente, une femme d'expérience.
et surtout une femme de conviction. Dans un autre décor, la conseillère du chef de l'État en matière de la jeunesse, genre et les violences faites à la femme est allée à la rencontre de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo. Chantal Yelou-Moulop et Leila Zerougui ont évoqué la situation d'insécurité qui prévaut en Ituri à la base de violations de droits de l'homme et d'une manière spécifique des violences sexuelles basées sur les genres. Les forces politiques alliées de l'UDPS, réunies ce jour autour de leur parrain, le patriarche Kitenge Yesu, ont examiné la situation politique de l'heure, centrée sur les dernières activités du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et les prétentions démesurées de certains acteurs politiques font la déclaration suivante. Les forces politiques alliées de l'UDPS encouragent en même temps le président de la République à prendre, en sa qualité de commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, toutes les mesures nécessaires tendant à la motivation de nos troupes pour l'éradication des forces négatives dans notre pays. Quant aux prétentions démesurées de certains acteurs politiques en mal de positionnement, les forces politiques alliées de l'UDPS, tout en saluant la position du chef de l'État quant à ces, rappellent qu'il n'y a pas une crise politique, estiment que la création d'une quelconque institution dont le fonctionnement concurrencerait les dispositions constitutionnelles ne relève que des ambitions politiciennes, non seulement budgétivores, mais en plus inopportunes et scélérates. La flamme du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie s'allume toujours, d'autant plus que ces militantes, militants et cadres portent haut l'étendard de leur parti, tous mobilisés et unis derrière le président du PPRD, Joseph Kabila Kabange. Sous la supervision du secrétaire permanent Emmanuel Ramazani Shadari, les membres des différentes cellules de base du PPRD se sont retrouvés ce samedi 6 juin 2019 à Kayanza, dans la commune de Lemba, pour la redynamisation des activités du parti au niveau des cellules de base spécialisées. Dunia Kilanga, président national chargé de la mobilisation du PPRD sur l'ensemble du territoire national, qui a reçu mandat du secrétaire permanent Emmanuel Shadari, à côté de l'un des hauts cadres du parti, Jean-Pierre Kambila, a expliqué à tous les fidèles du PPRD le bien fondé de la coalition FCC Cash, une coalition qu'il faut à tout prix préserver pour le développement de la RDC. Je suis en train de leur parler comment les cellules de base peuvent être organisées du fond. Leur dire que l'autorité morale du FCC, président du PPRD, Joseph Kabila, tient à ce que la discipline règne au sein de tout. Le secrétaire permanent, Emmanuel Ramazani Shadari, m'a chargé de parler avec toutes nos cellules, les rassurer et leur dire qu'il est que les membres du parti deviennent encore plus forts qu'avant. On met en alliance, en coalition avec les Cash. Les élections n'étant pas la fin en soi, les PPRDiens sont déterminés à rester debout avec leur parti. Nos provinces accusent de sérieux problèmes en infrastructure de base. Et donc, pour financer toutes ces infrastructures, les recettes des provinces généralement ne suffisent pas. Et donc, elles peuvent recourir à l'endettement, mais un endettement encadré quand même par le pouvoir central. Et l'endettement des provinces et ETD ne peut idéalement être affecté qu'aux investissements. Effectivement, la décentralisation, comme un peu partout ailleurs, est un processus. Et donc, c'est une démarche d'essai-erreur. Partout où on a commencé, il y a eu des corrections à mi-parcours. Aujourd'hui, en ce qui nous concerne, nous avons beaucoup de problèmes. Il a été dit dans la Constitution notamment que le pouvoir central rétrocéderait 40% aux provinces.
Jusqu'à présent, aucune province n'a pu bénéficier de ces 40%. Le second problème, c'est le problème de la taxe de pollution, qui est une recette des villes fondamentalement, et donc une recette des provinces. Mais cette taxe a été accaparée par l'État central en ce qui concerne les grands pollueurs. Pour des raisons budgétaires, cette taxe a été accaparée par le pouvoir central. Et donc, il va falloir que cette question soit remise sur la table pour que la taxe de pollution revienne à nouveau aux villes et aux provinces. C'est une taxe de proximité. C'est comme si on polluerait à Goma, où les populations de Goma sont victimes, mais on viendrait payer au pouvoir central à Kinshasa. Ça n'a aucun sens. Le dernier problème, c'est le problème de l'impôt sur le revenu locatif, qui est aussi une recette de province. La Constitution ne met pas d'exception lorsqu'elle dit que l'impôt sur le revenu locatif est de la compétence exclusive des provinces. Mais aujourd'hui, le pouvoir central continue à recouvrer cet impôt en ce qui concerne les entreprises dites immobilières par abus. J'avais voulu mettre à la disposition des provinces un outil de référence pour que les uns et les autres parlent le même langage. La décentralisation étant une nouvelle norme, il aurait donc fallu non seulement que les provinces lisent les textes des lois, mais aussi qu'ils aient l'économie des différents mécanismes qui fondent la décentralisation. Le tabac est la cause de plusieurs décès dans le monde et parmi les facteurs favorisant plusieurs maladies. L'exposition à la fumée est autant dangereuse que fumer le tabac. Avec près de 7 millions de décès dus au tabac, le tabagisme demeure un problème de santé publique et pourtant les décès dus à la consommation du tabac est évitable. Il suffit d'éviter de fumer car les femmes des fumeurs, par exemple, sont plus exposées au cancer des poumons. Les fumeurs principaux concernés sont aussi exposés aux maladies cardiovasculaires du système nerveux et pulmonaire de la peau, pour ne citer que celles-là. La République démocratique du Congo a pourtant ratifié la Convention cadre des Nations Unies pour la lutte anti-tabac ainsi que la loi cadre des santé publique et la lutte anti-tabac en République démocratique du Congo. Chaque année, l'Organisation mondiale de la santé rend hommage à des particuliers ou organisations dans chacune des 6 régions de l'OMS pour leur réalisation dans les domaines des luttes anti-tabac. Cette reconnaissance prend la forme du prix des reconnaissances spéciales du directeur général de l'OMS et de la Journée mondiale sans tabac. Pour cette année, un Congolais figure sur la liste des nominés. Il s'agit du docteur Edumba Dumba Egboula Pierre César, ancien député national. Les journées scientifiques clôturées recommandent à ce que les consultations dans des hôpitaux soient accompagnées de la lutte anti-tabac, la formation du personnel médical et paramédical au sévrage, la vulgarisation de la loi et surtout la mise en place des mécanismes d'application de cette loi. Il faut donc réfléchir avant de fumer, car votre vie en dépend. Investir dans l'homme implique le respect des droits humains et la bonne gouvernance pour le développement d'un pays. C'est dans cette optique que les acteurs en droits humains, les jeunes cadres universitaires et autres membres de la société civile dans sa diversité ont bénéficié d'une formation sur comment défendre ces droits et promouvoir les valeurs humaines. La coalition des organisations en droits de l'homme pense que tout le monde devrait passer par l'école des droits de l'homme. Les deux formations ont eu pour objectif principal, c'est d'outiller les différentes personnalités qui œuvrent dans le monde associatif des droits de l'homme à positiver les valeurs en République démocratique du Congo. En d'autres termes, pour qu'ils puissent, aucun pays ne peut pas se développer sur la planète si les droits de l'homme ne sont pas respectés. Et lorsqu'on parle des droits de l'homme, on voit l'investissement d'une société. Chaque pays, chaque État est appelé à prendre des dispositions utiles pour faciliter le développement de chaque citoyen d'une manière particulière. Nous avons aidé plutôt l'État congolais à faire le travail que l'État devrait le faire en tant que citoyen. Les droits de l'homme, un secteur transversal, chaque pays devrait préserver la dignité et les droits humains. La fin de cette formation a été sanctionnée par la remise d'un brevet aux participants. L'Alliance missionnaire pour la paix en RDC
AMIP, que dirige l'homme de Dieu. Le révérend prophète Benjamin Kabamba a organisé ce jeudi 4 juillet 2019 une journée de prière pour la nation congolaise et ses institutions. À cela s'est ajouté le soutien à la veuve Tshisekedi qui endure un moment d'épreuve en ce moment. Les mamans veuves du district du Mont-en-Bas de la commune de Kisenso ont pris part active à cette manifestation. La maison communale de Kisenso, qui a servi de cadre à cette journée grandiose de prières, a permis à plus de 1200 mamans veuves de Kisenso de participer massivement et répondre à cet appel qui a eu comme objectif celui de soutenir les actions du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et surtout continuer de sensibiliser les autres mamans veuves d'autres communes de Kinshasa à se faire enrôler et aussi accompagner la commune de Kisenso à bien faire face aux multiples problèmes auxquels elle est confrontée, à savoir l'assistance aux veuves, la prise en charge des Koulounam et des jeunes sans emploi pour une nouvelle orientation professionnelle. Nous luttons vraiment pour que le cinquième pouvoir, le chiffre 5, nous avons 5 doigts, 5 océans, 5 pays décideurs, 5 dons ministériels et nous avons aussi le 5e président de la République que nous devons soutenir parce qu'il est le fruit de notre entraille. Fruit de notre entraille veut dire il est le fruit de l'église des réveils, il est véritablement chrétien que nous devons soutenir maintenant. Nous, en tant qu'église des réveils, nous devons nous lever, prier pour les chefs afin qu'ils règnent dans la paix comme avait régné Salomon. Il est important de signaler que cette manifestation de prière a connu un succès véritable.